L'alimentation d'une athlète est-elle différente qu'une alimentation pour un athlète? Et si certains détails pouvaient faire toute la différence sur tes performances et ta récupération? Et c'est ce qu'on va parler dans cette vidéo. Réponse courte, oui, les femmes n'ont pas exactement les mêmes besoins que les hommes, et notamment pour le sport, mais aussi de façon générale, et je vais t'en parler dans cette vidéo en te listant les principaux défis qu'il y a à relever pour justement les femmes, de façon à ce que leur alimentation puisse leur être la plus bénéfique possible. Je tiens à préciser avant de démarrer davantage la vidéo, j'en reparlerai en détail de certains sujets que je vais aussi expliquer dans cette vidéo-là, mais je ferai vraiment des vidéos dédiées beaucoup plus détaillées, puisque là, encore une fois, c'est de poser les bases, de te donner quelques conseils à déjà pour avoir un socle qui est solide au niveau de ton alimentation. Et puis après, pour tout ce qui est de peaufiner certains détails, eh bien, je ferai des vidéos vraiment dédiées pour que tu puisses faire les choses progressivement et ne pas essayer de tout mettre en place, puisque encore une fois, ça ne marche pas. Ok, la première chose que je voulais parler, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'énergie disponible. C'est un gros problème au niveau des femmes, puisqu'on a remarqué qu'au moins 50% des athlètes, donc ici je parle des athlètes femmes notamment, ont un manque d'énergie disponible. Alors l'énergie disponible, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ce sont un petit peu des calculs savants qui nous donnent si on mange suffisamment de calories par rapport à notre masse maigre en enlevant l'énergie qu'on va dépenser durant l'entraînement. Autrement dit, si tu enlèves toute l'énergie que tu vas dépenser durant tes entraînements, durant le sport, et qu'après tu as une certaine énergie dépensée dans ta journée, sans ce facteur-là, eh bien, est-ce que pour ta masse maigre, tu manges suffisamment de calories ou pas? Et du coup, l'unité de l'énergie disponible, eh bien, c'est kilocal par kilo de masse maigre par jour. Et justement, eh bien, il y a beaucoup d'athlètes qui sont inférieurs à 30, donc 30 kilocal par kilo de masse maigre par jour. Et ça, c'est considéré comme ayant une faible énergie disponible et ça peut amener à pas mal de soucis. Et souvent, ce qu'on cherche à viser, c'est plutôt 45 kilocal par kilo de masse maigre par jour, voire même au-dessus si on est vraiment dans un objectif d'hypertrophie, etc. Mais si on cherche les performances, 45, c'est plutôt un bon chiffre. Le problème, c'est que même d'ailleurs chez les hommes, eh bien, il y a pas mal de gens qui ne l'atteignent pas, mais c'est d'autant plus courant chez les femmes. Et chez les femmes, justement, eh bien, le fait d'être en faible énergie disponible, ça va amener à des problèmes comme par exemple le RED-S, donc le fameux syndrome qui est lié justement à ce manque d'énergie qui est très courant chez notamment les sportifs d'endurance où souvent il y a une énorme dépense énergétique et il y a des apports journaliers par l'alimentation qui ne sont pas suffisants pour couvrir toutes ces dépenses. Et chez les femmes, ça peut causer ce RED-S, différents problèmes comme par exemple des problèmes au niveau des règles, et ces problèmes au niveau des règles peuvent venir perturber certaines hormones comme le stradiol qui va par la suite avoir des répercussions sur la santé osseuse. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la triade de l'athlète ou la triade du sportif. Et la triade du sportif, c'est à la fois avoir une faible énergie disponible qui va du coup conduire à des problèmes au niveau du cycle menstruel, qui va ensuite conduire à des problèmes osseux, et c'est pour ça que ça forme un triangle, ça forme 3 problématiques qu'il va falloir régler. Et ça, évidemment, comment faire pour éviter ce problème? C'est de manger suffisamment. Et au final, dans cette chaîne, je parle énormément des sports de combat, c'est vraiment mon sujet principal, mais même si on parle pas de triathlon, même si on parle pas de sport où il y a une énorme dépense énergétique, eh bien, les sports de combat sont quand même dans la catégorie des sports qui dépensent beaucoup d'énergie. Et d'autant plus vu qu'il y a cet aspect poids, cet aspect pesé, eh bien, on peut très vite être dans une énergie disponible qui n'est pas suffisante, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Mais je voulais vraiment en parler dans cette vidéo-là, puisque c'est d'autant plus courant chez les femmes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, concernant le RED-S, donc tout ce qui est triade du sportif, etc., j'en reparlerai dans une vidéo vraiment dédiée à ce sujet-là, où je parlerai beaucoup plus en détail de quelles étapes mettre en pratique et autres. Donc, beaucoup plus d'étapes précises, mais là, si je dois te donner déjà des conseils pour éviter de tomber là-dedans, eh bien, c'est de manger suffisamment de calories et de ne pas toujours être dans la restriction. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais encore une fois, oui, quand tu prépares une pesée, c'est important d'avoir une stratégie qui est adaptée, de mettre en place un déficit calorique ou je ne sais quoi, mais quand tu n'es pas en compétition, quand tu es hors saison ou même quand tu as 2-3 semaines avant que tu dois remettre en place la stratégie pour la prochaine pesée, eh bien, il faut absolument que tu manges suffisamment d'énergie. Sinon, cette énergie disponible va être de manière chronique trop faible et ça peut t'amener au problème que je viens de te lister. La deuxième chose que les femmes doivent être au courant, eh bien, c'est de prendre en compte le cycle menstruel. Ça, pareil, j'en reparlerai dans d'autres vidéos. Là, j'en ai peu parlé rapidement avec les répercussions que peut avoir une faible énergie disponible sur le cycle menstruel. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que même le cycle menstruel de base, eh bien, il va t'amener
à des fluctuations au niveau de tes besoins énergétiques, au niveau aussi de ton métabolisme précis lié aux glucides, lié aux lipides. Enfin bref, il y a pas mal de changements et ça, j'en reparlerai dans une vidéo dédiée. Mais là, si je dois expliquer la problématique, eh bien, c'est que les femmes ont tendance à ne pas prendre en compte les cycles menstruels par rapport à la fois à l'ajustement de leur entraînement. Donc ça, c'est pas trop ma partie. Moi, je parle surtout de nutrition. Mais effectivement, ajuster son entraînement par rapport à où est-ce qu'on en est dans son cycle, eh bien, c'est quelque chose qui peut être pertinent parce que bon, ça dépend des femmes, hein, il y a des femmes qui sont plus ou moins avec des symptômes, des douleurs et autres. Mais en tout cas, eh bien, dans certains cas, les symptômes peuvent vraiment perturber l'entraînement et s'il n'y a pas ajustement de l'entraînement, ça peut être contre-productif à long terme. Mais sauf que pour la nutrition, eh bien, c'est la même chose. C'est-à-dire que si, par exemple, tu es en phase lutéale, donc ça, c'est vraiment la deuxième phase. C'est la phase lutéale, c'est juste avant l'arrivée justement des règles, des saignements et autres. Eh bien, cette phase lutéale, généralement, elle amène à certaines productions d'hormones, notamment la progestérone. Il y a aussi un changement au niveau du métabolisme. Il y a davantage recours sur le métabolisme, tout ce qui est des lipides, tout ce qui est des protéines. Et en fait, tous ces changements-là, donc l'ensemble des changements qui vont se passer durant la phase lutéale peuvent amener à justement des besoins qui sont légèrement plus élevés. Chez certaines femmes, ça peut même être 5 à 10% de besoins en plus. Encore une fois, ça dépend de chacune, mais en tout cas, ça amène à des changements et ça peut aussi amener à un appétit qui est plus fort ou même moins fort. Ça dépend encore une fois des femmes, mais en tout cas, il y a des changements. Et ça, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que le cycle menstruel, il se passe tous les mois, si évidemment il n'y a pas de souci d'aménorrhée ou autre, et il y a des changements qui se passent constamment et donc qui nécessitent d'être à l'écoute de son corps. En fait, là, ce que je dis, c'est pas d'être à la calorie près, de traquer à fond, de changer tes apports si t'es en phase lutéale ou quoi. C'est juste que c'est plutôt un aspect psychologique ici où c'est important de le garder en tête. C'est que si par exemple t'as plus faim que d'habitude, t'as l'impression que t'as plus envie de manger que d'habitude et tu commences à culpabiliser, tu te dis ouais mais non je vais prendre du poids, ça va être galère pour ma prochaine pesée, etc. Au final, si tu regardes ton application où tu traques ton cycle menstruel, et d'ailleurs si tu ne le fais pas, je t'invite à le faire, c'est vraiment très pratique de vraiment avoir une idée en fait de où est-ce que tu en es dans ton cycle. Ça te permet de mieux comprendre pourquoi ton corps réagit d'une certaine façon et en plus de ça, eh bien pour une stratégie au niveau de l'alimentation et notamment s'il y a une pesée qui arrive bientôt, c'est très important pour qu'avec ton coach, avec ton nutritionniste, peu importe, tu puisses adapter ta stratégie correctement pour justement la peser. Parce que le cycle menstruel, eh bien, tout au long du cycle, il n'y a pas la même, notamment, rétention d'eau. Et donc, le poids varie énormément au cours d'un cycle menstruel, alors que la masse grasse et la masse musculaire en tant que telle ne changent pas beaucoup. C'est beaucoup lié avec aussi de la rétention d'eau. Et c'est pour ça que ça peut être très frustrant de voir son poids monter, voir son poids descendre et autres, de se dire « Oh là là, je suis en train de prendre du gras, je mange trop en fait, donc je vais devoir diminuer. » Alors qu'au final, c'est juste de la rétention d'eau. Et si tu diminues trop justement les calories, que tu fais ça à chaque fois, eh bien ça peut mener, comme je l'ai expliqué au début de la vidéo, à une énergie disponible qui est trop basse. Donc tu vois un peu que tout est un peu lié. Et c'est pour ça que je te conseille vraiment de traquer ton cycle menstruel, de savoir un peu où t'en es. Et justement, si au final, par exemple, t'as plus faim ou j'en sais rien et que tu vois que t'es en phase lutéale, je trouve que ça ajoute quand même un aspect déculpabilisant et c'est important d'être là-dedans. Encore une fois, dans les sports de combat, on est beaucoup, et je le vois, mais j'en ai fait aussi d'ailleurs des sports de combat, mais on est beaucoup dans cet aspect non, mais il faut souffrir, ça fait partie du jeu, de devoir se restreindre, etc. Mais si on est chroniquement dans ce genre d'idée et qu'en plus de ça, ça crée des comportements qui sont pas sains à long terme, ça va être contre-productif pour toi à long terme aussi. Donc vraiment, c'est pour ça aussi que je tenais à expliquer cet aspect cycle menstruel. Encore une fois, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Je compte parler dans les prochains mois beaucoup plus aussi de problématiques liées aux femmes, parce que oui, dans les sports de combat, il n'y a pas que des hommes. Généralement, on met en avant les hommes, mais il y a aussi des femmes. J'accompagne des femmes boxeuses, j'accompagne des boxeurs, bref, j'accompagne les deux. Donc, je parlerai des deux. Donc voilà un petit peu pour le cycle menstruel. Globalement, est-ce qu'il y a des étapes précises à mettre en place? Non, mais c'est plutôt un aspect être conscient de ton cycle menstruel, être consciente qu'il y a des changements de métabolisme, qu'il y a des changements au niveau des hormones et que donc tes besoins ne sont pas les mêmes, ton appétit ne peut pas être le même. Bref, il y a pas mal de choses et juste en être consciente, c'est bien. Encore une fois, il faut pas tout connaître, il faut juste savoir que si tu as plus faim, c'est peut-être parce que tu es en phase lutéale. Évidemment, il y a plein d'autres raisons. Hein. Tu peux avoir juste plus faim parce que tu n'as pas mangé depuis longtemps ou j'en sais rien. Mais c'est quand même un aspect à garder en tête. Juste avant de passer au prochain point, si tu es déjà une femme qui a des douleurs lors notamment de tes règles, mais aussi avant tes règles, donc en période prémenstruelle, eh bien, je t'invite à regarder la vidéo qui va s'afficher ici. Encore une fois, c'est pas forcément une vidéo spécialement dédiée pour les boxeurs, boxeuses, les sports de combat. C'est juste pour toutes les femmes où c'est dédié. Et je t'explique dedans, en fait, des astuces pour justement diminuer ces douleurs-là
par rapport à tes règles. Encore une fois, que ce soit durant les règles ou même avant les règles, eh bien, ces astuces par rapport à la nutrition, là, c'est vraiment de la nutrition que je parle dans cette vidéo, devraient t'aider. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur la vidéo qui s'affiche ici et de la regarder notamment après celle-ci. Ok, maintenant, troisième point, eh bien, on va parler un peu des risques et des carences. Alors, plus précisément, de différents nutriments que les femmes ont besoin en de plus grosses quantités, notamment que les hommes, où il y a plus de risques associés avec une carence, où il y a plus d'enjeux en quelque sorte. Alors le premier, je pense, ça t'étonne pas, c'est le fer. Encore une fois, l'anémie est très courante chez les femmes sportives et aussi chez les femmes tout court d'ailleurs. Ça dépend de plein de choses, ça dépend de ta dépense énergétique dans la journée, ce qui va donc impacter tes besoins de base en fer. Également, ça dépend si pendant tes règles, tu as avoir de gros saignements ou pas, ce qui va donc impacter tes besoins en fer. Il y a plein de choses vraiment qui jouent et il faut savoir que plus de la moitié des femmes généralement ont une déficience en fer. Alors, je tiens quand même à préciser qu'une déficience en fer ne veut pas dire qu'il y a une anémie. Il peut y avoir une déficience en fer sans anémie. Il peut y avoir une anémie avec une déficience en fer. Ça dépend, mais voilà, là je parle vraiment de la déficience en fer, mais en tout cas il y a l'anémie qui est extrêmement liée quand même. L'anémie, encore une fois, c'est lié aux globules rouges en tant que tel. Une déficience en fer, c'est juste que t'as pas assez de fer tout simplement. Donc voilà, même si évidemment le fer fait partie de l'hémoglobine, enfin, il y a pas mal de choses, mais c'est quand même quelque chose qui est courant. Les femmes ont besoin de 18 mg de fer environ. Alors bon, ça dépend, les recommandations européennes, aux USA, etc. sont jamais les mêmes. Il y en a, ils disent 16 mg, il y en a, ils disent 18, bref. Mais en tout cas, 18 pour les femmes et pour les hommes, c'est 8 à 11 mg grand max. Donc tu vois quand même qu'il y a une différence, que les femmes ont 2 fois plus besoin de fer. Et déjà, enfin, les hommes généralement atteignent leurs besoins en fer. Ça dépend. Il y a des hommes qui n'atteignent pas non plus leurs besoins en fer. Si tu es très sportif, si tu es notamment combattant, qui s'entraîne énormément, etc., tu peux ne pas atteindre tes besoins en fer. Donc, je te laisse imaginer pour les femmes qui font en plus beaucoup de sports de combat notamment, c'est galère. Donc, les femmes, c'est très vite facile de tomber en déficience de fer. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut absolument déjà essayer d'optimiser son alimentation par rapport à ça, essayer de manger des aliments riches en fer, que ce soit du fer végétal ou du fer animal. On a beau dire que oui, le fer végétal ça absorbe moins bien que le fer animal, c'est pas intéressant, bla bla bla. L'effet cumulé compte. Je veux dire, si t'as plusieurs aliments avec du fer végétal dedans dans la journée et que du coup ça s'accumule, je peux te dire que ça fera une différence à long terme, que ça sera beaucoup mieux que quelqu'un qui compte juste sur les aliments d'origine animale pour le fer. Donc oui, en origine animale, il y a tout ce qui est viande rouge, principalement. Il y en a un petit peu dans les viandes blanches, mais vraiment pas beaucoup. Boudin, etc. Bon, bref, toutes ces choses-là, oui, il y a du fer, mais il y en a aussi dans des céréales complètes, tout ce qui est boulgour, tout ce qui est également lentilles, tout ce qui est haricots rouges, donc plutôt légumineuses, les céréales, où il y a pas mal de fer. Et si tu veux donner un petit plus, quand tu manges des aliments riches en fer d'origine végétale, je t'invite à manger un aliment qui contient de la vitamine C, donc tout ce qui est agrumes, tout ce qui est kiwi, tout ce qui est citron, tout ce qui est clémentine, globalement des fruits et des légumes. Je t'invite à en manger, donc notamment du poivron pour les légumes, c'est très très riche en vitamine C, puisque la vitamine C va t'aider justement à convertir la forme du fer végétal en un fer qui va mieux s'absorber. Donc autrement dit, ça va un petit peu améliorer l'absorption du fer végétal que tu vas avoir aussi dans le même repas. Mais encore une fois, il faut que ton aliment riche en vitamine C soit dans le même repas que l'aliment riche en fer végétal, puisque sinon, on va dire, il n'y aura pas la synchronisation et la vitamine C ne pourra pas agir au bon moment pour aider l'absorption. Donc là, ça c'était le petit tips. Mais en tout cas, si déjà tu mets pas du tout d'optimisation dans ton alimentation pour le faire, je t'invite à le faire. Bon là, c'était pas voulu la blague, mais super important. Mais évidemment, il faut se rendre compte aussi à la réalité. Dans la plupart des cas, ça peut ne pas suffire. Et donc là, il n'y a pas le choix que d'aller vers une supplémentation en fer. Le problème, c'est que le fer, ça peut très vite devenir toxique. Donc on se supplémente pas comme ça s'achète pas comme des petits pains. Donc là, faut plutôt aller voir un médecin, expliquer la situation. Parfois, c'est compliqué, hein. Faut trouver un bon médecin. Et après, obtenir sa supplémentation en fer. Il y a du sulfate de fer. Bon, bref, il y a plusieurs formes, mais ça, t'en parleras surtout avec ton médecin. Encore une fois, ça dépend aussi de ta situation précise. Et donc là, tu prendras une supplémentation en fer. Mais c'est pas parce que tu prends une supplémentation en fer que tu dois négliger le fer que tu as dans ton alimentation. Il faut savoir que tous les nutriments qu'on a dans les aliments s'absorbent toujours un peu mieux que les nutriments qu'on apporte avec une supplémentation. Évidemment, une supplémentation, c'est intéressant parce qu'il y a la quantité, c'est très très concentré. Donc ça t'aide à atteindre tes besoins, mais c'est pas pour ça que les nutriments dans l'alimentation deviennent négligeables et ne doivent plus être pris en compte. Donc voilà, ça c'est vraiment l'aspect du fer, je tenais à faire un point dessus. Si tu veux une vidéo plus précise sur le fer, sur l'anémie, toutes ces choses-là, et même que je l'explique plus en précision, le fer végétal, le fer animal,
les principales sources, pourquoi est-ce que ça s'absorbe pas de la même manière, comment faire pour améliorer l'absorption du fer. Bon là, je t'ai déjà donné la vitamine C qui est le principal facteur. Il y a aussi d'autres choses si on veut vraiment aller dans le détail, il y a les produits fermentés, etc. Voilà, si tu veux vraiment une vidéo détaillée, je t'invite à commenter en dessous de la vidéo pour que je puisse en faire une. Et puis voilà, ça c'est vraiment le principal nutriment où il faut faire attention en tant que femme par rapport aux hommes, c'est vraiment le fer. Il y en a d'autres aussi, il y a le calcium. Alors le calcium, ça devient surtout important quand on prend de l'âge. Donc évidemment, là, vu que je parle aussi beaucoup aux sportifs de combat, donc notamment aux combattants dans cette vidéo, généralement, le calcium, ça devient très problématique quand il y a la ménopause. Donc généralement, on combat plus à cet âge-là, mais ça n'empêche pas que ça reste très important. En fait, si tu veux, ton cycle menstruel, notamment l'œstradiol, donc c'est une forme d'œstrogène, eh bien l'œstrogène, c'est un peu un gardien, un ange gardien de tes os. C'est un peu lui qui protège tes os. Il a beaucoup de bénéfices au niveau des os et c'est pour ça que, en tout cas, jusqu'à la ménopause, généralement les femmes, je dirais pas qu'elles ont forcément une meilleure santé osseuse, mais du moins elles ont beaucoup plus de facilité à avoir une bonne santé osseuse par rapport aux hommes. Le truc, c'est que après la ménopause, ça devient l'inverse parce qu'en fait, cet ange gardien-là, l'œstrogène, il est plus là. La ménopause, grosse chute des hormones, les œstrogènes en font partie et donc cet ange gardien n'est plus présent. Ce qui veut dire que tes os sont beaucoup plus à risque. Et vu que le calcium est un principal composant de tes os, eh bien tes besoins en calcium techniquement augmentent d'autant plus après la ménopause parce que si tu n'en manges plus assez ou si tu en manges comme d'habitude, eh bien au final tes os vont quand même se dégrader parce que derrière il y aura plus l'œstrogène pour faire son taf d'ange gardien. Donc le calcium c'est important après la ménopause, mais évidemment ça reste important aussi avant la ménopause. Encore une fois, le calcium, c'est d'autant plus important chez les sportifs puisqu'il y a un impact avec le sol. Alors évidemment, les nageurs, ça compte pas parce qu'on est dans l'eau. D'ailleurs, il y a souvent des problèmes osseux chez les nageurs professionnels. Mais quand il y a un contact avec le sol, et notamment en sport de combat, avec tous les petits sauts pendant les combats, notamment les impacts aussi, c'est d'autant plus important, eh bien les besoins en calcium sont augmentés parce qu'évidemment, il faut que les os se régénèrent très régulièrement pour éviter qu'il y ait des problèmes, des fractures et autres. Donc les besoins en calcium, que ce soit chez les hommes et chez les femmes, peuvent être d'environ 1000 mg par jour. Alors c'est au-dessus des besoins recommandés pour une population générale, parce que là on est vraiment chez des sportifs, et en fait 1000 mg c'est assez compliqué à atteindre. Si tu es plutôt intolérant au lactose ou que même tu es végétalien et que du coup tu consommes pas trop de produits laitiers, c'est d'autant plus problématique parce que les produits laitiers, faut savoir qu'aux USA ça a déjà été étudié, mais environ 70% des apports en calcium chez les Américains proviennent des produits laitiers. Donc si tu enlèves les produits laitiers, je te laisse imaginer le bordel que c'est pour avoir assez de calcium. Donc le calcium, globalement, c'est important que tu consommes des produits laitiers si tu peux. Essaye d'en manger 2 à 3. Donc quand je dis produits laitiers, c'est fromage. Fromage, faut pas non plus en abuser de ouf, mais fromage, tu peux prendre une portion par jour sans problème. Des yaourts, c'est super important. Yaourt, fromage blanc, skyr, ce que tu veux. Mais en tout cas, essaye d'avoir 3 portions. C'est-à-dire que par exemple, tu prends du fromage à un de tes repas, donc le midi, imaginons. Tu prends un yaourt, je sais pas moi, le matin, et tu prends un yaourt le soir. Déjà, tu as 3 portions, tu as déjà une certaine base. Évidemment, il faut avoir d'autres aliments à côté qui t'apportent du calcium. Il y a un effet cumulé, encore une fois. Selon ton taux d'entraînement par jour, tu peux prendre un peu plus de produits laitiers, tu peux aller sur 4 portions par jour. Ça peut t'aider. Et quand tu es végétalien, il faut vraiment que tu fasses attention, notamment aux laits végétaux, à regarder que c'est bien fortifié. Donc quand je dis fortifié, ça veut dire enrichi en calcium. Donc normalement, c'est marqué dessus. Si tu vois calcium, par exemple lait de soja, et que tu vois calcium 120 mg par 100 g, ça veut dire que c'est enrichi. Généralement, c'est marqué enrichi en calcium, en vitamine B12, etc. Il faut vraiment que tu prennes des aliments qui sont enrichis en calcium parce que sinon, si tu n'as qu'une alimentation qui est full végétalienne mais qui n'est pas du tout enrichie en calcium, tu n'auras pas assez de calcium. C'est sûr et certain. Donc ça, c'était pour le calcium. Le calcium, c'est possible de se supplémenter. Il y a du carbonate de calcium, il y a du citrate de calcium, il y a plusieurs formes. Chacune on leur a l'avantage, il y en a ça absorbe mieux que d'autres, il y en a par contre elles ont plus de calcium, donc même si ça absorbe moins bien, ça donne la même quantité. Bref, il y a plein de choses. Il y a aussi des choses à prendre en compte au niveau de la supplémentation en calcium parce que c'est pareil, ça s'achète pas comme des petits pains. Parce qu'une supplémentation en calcium, si on gère mal le dosage et on ne prend pas en compte les antécédents au niveau de la famille, etc., ça peut t'amener à des calculs rénaux parce que oui, le calcium peut former des cristaux et ça peut t'amener à des problèmes rénaux. Donc pareil, on veut pas. Encore une fois, la supplémentation, il faut vraiment avoir un avis extérieur d'un professionnel. Si tu veux aussi une vidéo sur le calcium plus en précision, n'hésite pas à commenter la vidéo. Mais sinon, j'ai déjà fait un épisode de podcast sur le calcium. Je t'invite à aller l'écouter, il va s'afficher par ici pour en savoir beaucoup plus sur notamment la supplémentation en calcium. Donc là, je te mets le lien ici de l'épisode où je parle vraiment de la supplémentation en calcium. Parce que j'ai fait aussi d'autres épisodes sur les rôles du calcium, comment en avoir assez, etc.
Et vu qu'on parle quand même des besoins en calcium, je vais aussi te mettre la vidéo ici, enfin du moins le podcast ici, où je parle de comment avoir suffisamment de calcium dans ta journée sans avoir recours aux suppléments. Ok, dernier nutriment que je voulais parler dans cette vidéo, je vais en parler que de 3, mais ce sont les 3 plus importants concernant les femmes. Généralement, enfin, c'est là où il y a souvent une grande différence avec les hommes, c'est de la vitamine B9. Alors la vitamine B9, il a été montré que beaucoup de femmes n'atteignent pas les besoins, qui sont d'environ 400 microgrammes par jour. Généralement, on est plutôt entre 200 300 microgrammes par jour, mais le problème, c'est que si tous les jours c'est reproduit comme ça, eh bien on est en déficience, ou du moins on n'en a pas assez et on n'a pas des taux qui sont optimaux. Le truc, c'est que pourquoi je voulais en parler? Alors, c'est pas la vitamine qui a le plus de rôle au niveau de ta performance, c'est pas celle qui va te rendre invincible sur le ring. Pourquoi je voulais en parler? C'est plutôt un aspect prévention, parce que une vitamine B9, si on a une déficience en vitamine B9, ça peut amener à des fausses couches. Et donc, je me dis que peut-être parmi les boxeuses qui regardent cette vidéo, eh bien, il y en a qui souhaitent avoir des enfants ou quoi plus tard. Et vu que le fait de faire beaucoup de sport et notamment des sports de combat augmente les besoins en plein nutriments, et notamment la vitamine B9, parce qu'elle est aussi liée au métabolisme, et vu que le métabolisme est augmenté chez les sportives, eh bien, forcément que tes besoins sont probablement un petit peu plus hauts que 400 microgrammes par jour. Le truc, c'est que si de base, tu n'atteins même pas ces 400 microgrammes par jour et que un jour totalement lambda, tu décides de tomber enceinte, etc., eh bien, je pense que tu ne sauras pas par rapport à la vitamine B9. Donc là, c'est plutôt un aspect prévention de faire attention à tes taux de vitamine B9. Globalement, il n'y a pas de secret. Vitamine B9, c'est souvent légumes à feuilles vertes. Bon, il y a plein de sources, mais globalement, les légumes, super importants, et les légumes verts, souvent, ont un peu plus de vitamine B9. Donc, si tu es une femme et que tu consommes très rarement des légumes, je pense que tu manques de vitamine B9 et déjà la première étape avant de chercher l'aliment magique ou je ne sais quoi, c'est juste de manger plus de légumes. Au moins une portion par jour, minimum, 2 portions par jour. Encore une fois, ça dépend de tes entraînements. Il y a plein de choses à prendre en compte. Je peux pas te dire de manger des légumes à chaque repas parce que si tu as l'entraînement après le repas, ça serait faux de dire que tu dois manger des légumes parce qu'il y a les fibres, etc. Donc ça dépend, mais en tout cas, essaye d'inclure des légumes plus dans ton alimentation. Et si tu as déjà des légumes, essaye de quand même de voir si tu as des légumes verts assez régulièrement pour que ça t'apporte de la vitamine B9. Généralement, il n'y a pas besoin de se supplémenter en vitamine B9, ça reste quand même assez rare. On peut dans certains cas, mais je considère qu'il est quand même très possible d'avoir assez de vitamine B9 avec l'alimentation. Donc, je t'invite quand même déjà à surveiller ton apport en légumes. Si tu veux quand même plus d'informations sur la vitamine B9, je t'invite à commenter dans l'espace commentaire. Il y a beaucoup de choses à commenter dans cette vidéo, mais encore une fois, là, en fait, je te dis un peu la base. Et si tu veux vraiment un sujet précis, eh bien, tu peux me demander la vidéo. Il y a des vidéos que j'ai déjà prévu de faire. Je te l'ai dit au niveau de la triade de l'athlète. J'ai déjà prévu de la faire cette vidéo. Au niveau du fer, je vais probablement la faire. Bref, mais je t'invite quand même à me le dire en commentaire. Comme ça, si je vois que il y a un sujet en particulier qui attire beaucoup, qui demande beaucoup d'attention, je le ferai en priorité. Donc c'est pour ça que je t'invite quand même à commenter. Donc ça, c'était pour le dernier nutriment. Avant de terminer cette vidéo, je tenais quand même à rappeler au niveau du cycle menstruel. Alors le cycle menstruel, c'est super important parce qu'en fait, si on néglige le cycle menstruel, ça va avoir des impacts sur ta performance. Le cycle menstruel, il faut savoir que c'est quand même une partie de ton métabolisme de base. Ça demande beaucoup d'énergie à ton corps de gérer tout ça. Et je tenais juste à faire le rappel qu'il faut vraiment que tu traques ton cycle menstruel parce que ton cycle menstruel, tu peux guider ton énergie et peut même guider la stratégie pour une pesée comme j'ai expliqué avant. Parce que ça peut faire varier ton poids, ça va faire varier ton poids d'ailleurs en cycle menstruel. Il y a plein de choses à prendre en compte. Donc vraiment, ça c'est super important, c'était pour le rappel. Pour rappeler d'autres choses, il faut que tu manges suffisamment. Vraiment faire attention à ne pas toujours être dans la restriction alimentaire. Parce que sinon, l'énergie disponible risque d'être trop basse et ça peut t'amener notamment à des problèmes de cycle menstruel, mais aussi à des problèmes osseux qui vont par la suite t'amener à d'autant plus de soucis par rapport au calcium que je t'ai parlé, qui est déjà une problématique chez les sportives et notamment chez les combattantes. Le fer, pareil. Le fer, il faut que tu fasses des efforts au niveau de ton alimentation pour en apporter plus, mais je t'invite quand même à te renseigner et à rapidement faire des examens sanguins pour voir si notamment la ferritine, ces choses-là sont bien ou pas. Alors, la ferritine, alors le fer de manière globale, c'est assez compliqué au niveau des examens sanguins parce qu'il y a beaucoup de valeurs en fait où ce sont des valeurs qui sont censées te dire si tu es en déficience ou pas, sauf que ces valeurs peuvent très vite être faussé, notamment si tu es stressé, chroniquement, eh bien ça peut impacter ton taux de ferritine et donc ça peut faire dire en fait que ton taux de ferritine est totalement bien et que tu n'as pas de déficience en fer, alors que c'est faux. Donc c'est pour ça que souvent une bonne analyse au niveau du fer, une bonne analyse de sang au niveau du fer se fait en prenant en compte plusieurs valeurs parce qu'une seule valeur isolée, généralement, c'est pas très bon signe. Ou du moins, tu risques d'avoir un faux positif ou alors un faux négatif, enfin bref. Tu risques de ne pas avoir la vraie valeur. Donc ça, c'est au niveau du fer, mais évidemment, la supplémentation, par rapport à notamment cet examen sanguin, super important d'aller voir un médecin et d'avoir une supplémentation. Ça, c'est primordial.
Au niveau de la vitamine B9, c'était plus pour l'aspect prévention, pour te faire rendre compte que c'est important les légumes. Même si on est sportif et qu'on a de hauts besoins en énergie, et notamment chez les femmes combattantes, eh bien c'est important quand même d'avoir des légumes dans ces plats parce que ça apporte des nutriments qu'on ne retrouve pas ailleurs. Ou du moins la vitamine B9, c'est compliqué en dehors des légumes et aussi un peu des fruits. C'est compliqué d'en avoir en de bonnes quantités dans les autres groupes alimentaires. Je t'invite d'abord à mettre en place ce que je t'ai dit dans la vidéo, de poser les bases. Après, on parlera de choses plus optimisées. Mais déjà, si tu mets en place ce qu'on a parlé dans cette vidéo, eh bien, je peux te dire que tu seras largement au-dessus de la plupart des combattantes et aussi de la plupart des femmes globalement par rapport à leur nutrition. Je vais juste te dire 3 petites erreurs avant de terminer cette vidéo et puis après, on pourra conclure. Déjà, la première erreur aussi, c'est de négliger les protéines. Alors, les protéines, t'as pas forcément des besoins différents des hommes. On est plutôt sur du 1,5 g par kilo de poids de corps par jour. Ça dépend si t'es plutôt en perte de poids et que tu veux garder la masse musculaire. Là, on sera plus haut, etc. Si tu veux plus d'informations sur les bases en macronutriments pour les sports de combat, je t'invite à cliquer sur la vidéo qui est ici où je te parle justement de ces grammages-là. Encore une fois, les grammages que je te parle dans cette vidéo sont extrêmement similaires pour les femmes, donc ça sert à rien de te prendre la tête au 0,1 g près. Donc vraiment, regarde cette vidéo si tu veux plus d'informations. Mais en tout cas, manger trop peu de protéines, c'est vraiment une erreur. Généralement, les femmes se disent que elles ont moins de masse musculaire que les hommes, qu'elles ont moins besoin d'énergie que les hommes, alors que parfois c'est faux, parce que encore une fois, il y a le cycle menstruel, qui est d'ailleurs trop peu étudié à mon goût encore, et on ne sait pas encore assez de choses dessus. Mais souvent, c'est cette pensée-là qui fait que les femmes consomment trop peu de protéines, mais c'est une erreur, parce que ça peut impacter tes performances, ça peut impacter ta composition corporelle, et donc ton énergie sur le ring et aussi ta santé. Donc, deuxième erreur, c'est plutôt au niveau de l'hydratation. Il faut que tu boives suffisamment. J'en ai parlé dans plein de vidéos. Je t'invite à regarder cette vidéo-là. Pareil, si tu veux les bases de l'hydratation pour les sports de combat, je t'invite à regarder cette vidéo. Pareil, il n'y a pas de grande différence entre les hommes et les femmes. Certaines femmes parfois suent plus, mais ça dépend. Il y a des hommes qui suent beaucoup, il y a des femmes qui suent beaucoup, il y a des hommes qui suent pas beaucoup, il y a des femmes qui suent pas beaucoup. Donc les besoins en sodium, en électrolytes varient. Mais si tu veux plus en savoir sur l'hydratation et les électrolytes, je t'invite à regarder la vidéo ici. Mais globalement, il faut vraiment que tu te sensibilises par rapport à l'hydratation parce que c'est courant aussi chez les femmes que l'hydratation ne soit pas du tout au point. Et ça, pareil, ça impacte ta santé, mais tes performances aussi. Et la troisième erreur qui est un petit peu plus liée aux femmes, c'est également la répartition des macronutriments. Généralement, il y a une baisse des protéines parce que on se dit, bah, j'ai moins de muscles que les hommes, j'en ai moins besoin. Mais il y a aussi une baisse au niveau des glucides parce que généralement, c'est un peu plus courant chez les femmes. Alors, je sais pas forcément pourquoi, mais les femmes souvent se disent que les glucides vont leur faire prendre du poids, notamment lié à la rétention d'eau. Alors, ce qui est vrai, hein, le glycogène te fait retenir de l'eau, mais ça veut pas dire que tu prends du poids pour autant, et c'est important pour la performance d'ailleurs. Mais souvent, les femmes mangent moins de glucides. Le problème, c'est que quand tu es combattante, t'as besoin de glucides. C'est ton carburant sur le ring. Et même quand tu fais un autre sport, quand t'es une femme tout court, de manière globale, tu as besoin aussi de glucides pour ton énergie. Mais en tout cas, pour les combattantes, c'est, par exemple, si tu as une grosse intensité d'entraînement, tu fais des compétitions, tu as bientôt un combat, etc., il faut que tu aies au moins 5-6 grammes par kilo de poids de corps de glucides par jour, grand minimum, moi ce que je te conseille. Encore une fois, j'en ai parlé dans la vidéo que je t'ai déjà dit juste avant pour les protéines, mais au niveau des besoins en glucides, c'est à peu près pareil que les hommes, hein, il n'y a pas à se prendre la tête. Donc je t'invite à regarder la vidéo sur les bases au niveau des macronutriments pour les sports de combat. Voilà, en tout cas, c'était les 3 dernières choses que je voulais te dire parce que j'en ai pas forcément parlé parce qu'il n'y a pas forcément de différence entre les hommes et les femmes pour ce que je viens de te dire là, donc l'hydratation, les protéines et les glucides. Mais chez les femmes, c'est quand même plus courant d'avoir ces problématiques. Donc, je tenais quand même à le préciser dans cette vidéo parce que je trouve que c'est le moment opportun pour le faire. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère que j'ai donné quand même suffisamment de choses pratiques à mettre en place. Si tu veux davantage, si tu as des questions, tu veux davantage mon avis sur par exemple un repas en particulier, etc. Je t'invite à m'envoyer un message. Encore une fois, je suis disponible sur Instagram, Bidietonic. Donc tu peux me poser toutes tes questions à cet endroit-là. Mais si tu veux aussi avoir plus de conseils en nutrition sportive pour les sports de combat, j'envoie un mail tous les mercredis à 17h. Je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description pour les recevoir. Et si tu veux vraiment aller plus loin et que je te suive à la précision de manière 100% personnalisée, je t'invite à cliquer sur le deuxième lien dans la description pour en savoir plus sur mes suivis nutrition, accès, sport de combat notamment. J'ai encore des places de disponibles, donc je t'invite à le faire si t'es intéressé pour qu'on en discute avant d'engager quoi que ce soit. Et on se dit à la prochaine.